Avril 1890. Les Français viennent d'entrer à Ségou, la capitale de l'Empire tout couleur, qui s'effondre brutalement. Les colons et leurs tirailleurs ramassent des bijoux, des armes, et au beau milieu du pillage, ils trouvent un enfant. Cet enfant s'appelle Abdoulaye. Les colons le prennent et le ramènent en France, où il va passer le reste de sa vie. Alors, qui est le jeune Abdoulaye? Pourquoi a-t-il été capturé? Comment s'est déroulée sa vie en France? Est-ce qu'il s'est intégré au monde des Blancs ou est-ce qu'il a réussi à retourner en Afrique? Aujourd'hui, je vous raconte l'incroyable histoire du jeune Abdoulaye Tall, une histoire qui a complètement changé ma manière de penser la place des Noirs en France. J'ai découvert l'histoire d'Abdoulaye dans un livre écrit par la journaliste Taina Tervonen. Je l'ai donc invité à mon atelier pour en savoir plus. Moi je m'appelle Taina Tervonen, je suis d'origine finlandaise, aujourd'hui française également, mais j'ai grandi en Afrique, en Namibie, puis au Sénégal. Au départ, Taina enquêtait sur l'histoire de El Hadj Omar Tall, le grand-père d'Abdoulaye. L'histoire d'El Hadj Omar Tall, moi je la connaissais par cœur pour l'avoir apprise à l'école sénégalaise, que j'ai fréquentée donc, quand j'étais au primaire puis au collège. Donc pour moi c'était une histoire familière, donc je connaissais l'importance de cette figure-là, qu'évidemment on ne connaît pas en France. El Hadj Omar Tall, c'était le fondateur de l'Empire tout couleur. Qui avait fait une guerre sainte sur le territoire de la Guinée actuelle, en partie du Sénégal actuel et du Mali actuel, pour construire cet empire donc musulman. Un empire que les Français avaient du mal à dominer. Et à la mort d'El Hadj Omar Tall, c'est son fils Ahmadou Tall qui prend les commandes de l'empire. Les Français n'arrivent toujours pas à soumettre les tout couleurs, alors pour accélérer la conquête, ils envoient le colonel Louis Archinard. Archinard avait sa propre vision de l'exploitation des colonies. Les Français établissaient des traités, des contrats avec les souverains africains, notamment pour avoir le droit de faire passer des marchandises sur le territoire de leur royaume. Selon Archinard, tout ça c'était du temps perdu, il valait mieux aller conquérir directement ces territoires, comme ça plus de droits de douane, plus de contrats à passer, l'affaire était réglée. Et donc il se met en tête d'aller combattre Ahmadou. Après 2 années de campagne, Archinard réussit à battre les troupes d'Ahmadou Tall. Quand les troupes coloniales arrivent dans Ségou, Ahmadou et ses hommes ont quitté la ville. Archinard et ses troupes n'y trouvent que les épouses, ses filles et des jeunes enfants. Et ils y trouvent également Abdoulaye Tall, donc il y a une 12aine d'années à l'époque, qui a décidé de revenir. C'est-à-dire on raconte qu'il serait parti avec les hommes d'Ahmadou et il aurait décidé de faire demi-tour pour revenir défendre sa mère. Et donc Archinard découvre ce jeune garçon, sabre à la main. Ça c'est l'histoire que raconte Archinard, mais c'est aussi l'histoire que l'on raconte au Sénégal. Donc ce jeune garçon d'une 12aine d'années, sabre à la main, défendant sa mère. Et ce jeune garçon fait forte impression sur Archinard, qui décide de le prendre avec lui et de l'amener jusqu'en France. Alors attendez, j'ai besoin de comprendre. Pourquoi capturer l'enfant d'un chef vaincu et l'emmener en France? Effectivement, Abdoulaye n'était pas le premier fils de chef qu'on arrachait à sa famille, ça se faisait depuis quelques dizaines d'années. Sauf qu'avant, les fils de chef étaient envoyés à ce qu'on appelait à l'époque l'école des otages, qui rassemblait donc des fils de chef pris un peu partout sur les territoires conquis. Le but était tout simplement d'avoir des otages, enfin le nom le disait très clairement, c'est-à-dire que c'était une façon de faire pression sur les chefs vaincus. J'ai rencontré des membres de l'association Alternative qui ont travaillé sur cette histoire. C'était une sorte d'effacement de mémoire. Donc en fait, c'est on va vous enlever tout ce que vos parents vous ont enseigné et on va vous enseigner déjà la langue française et on va vous enseigner la méthode française. Quand on t'arrache ce que tu as de plus cher, c'était aussi une bonne façon de te soumettre. J'ai un otage et c'est ton fils ou c'est ta fille. Donc maintenant, on fait quoi? Pour comprendre cette histoire, l'association envoie des jeunes au plus près des sources. Nos moyens, c'est aussi d'amener ces jeunes à aller voir des sources premières, d'aller regarder dans différents types d'archives municipales, départementales, de la défense. En fait, quand on tombe dans les archives, c'est vraiment, je tombe sur des choses vraiment crues. Il n'y a pas quelque chose qui a tenu, c'est d'une telle violence, mais aussi c'est passionnant parce que on retrouve des choses qu'on ne trouve pas peut-être dans les livres d'école ou quelqu'un qui peut nous raconter une histoire. Chez Archinard, quand on a vu ces textes, il disait à Ahmadou, il prendrait ses fils et les enverrait en France, comme il l'a fait avec les fils d'Ahmad Lamine.
et il prendrait sa fille pour l'amener au plein milieu de Beloudougou chez les Bambara pour qu'il puisse jamais aller la voir. Je suis surpris par la violence et la cruauté d'Archinard. Je me demande est-ce qu'il fait ça seulement par méchanceté, mais en même temps je me rappelle que l'histoire est toujours complexe et qu'il ne faut pas être trop caricatural. En réalité, Archinard a aussi un objectif stratégique. Des lavages de cerveau de ces jeunes qui sont des héritiers légitimes. Parce qu'un héritier légitime qui vient au pouvoir est favorable aux colons, bah, il est un colon, il est mieux qu'un Archinard parce que lui il est légitime. Un Archinard il est obligé de se battre, mais sauf que lui c'est le fils du chef. Si le chef meurt, celui qui vient à la place, si on lui met de l'autre côté, on n'a pas à se battre contre eux parce que de toute façon c'est lui qui gouverne pour nous. Si on lui dit va à gauche, il partage nos idées, il va aller à gauche. Par contre, Archinard, lui, trouvait que ça allait pas assez loin. Et il l'explique dans une lettre au gouverneur également. Il parle des fils de Mamadou Lamine, qui était un marabout, qui a été tué par les colons, et dont les deux fils ont été donc pris et amenés à l'école des otages. Et donc Archinard explique au gouverneur que ça ne va pas du tout parce que la population continue à considérer ces enfants comme les futurs héritiers et que donc c'est dangereux pour la France. Et il écrit « Nous avons élevé 2 petits serpents qui comprennent bien le français, donc ils sont dangereux pour nous. » Et donc il dit « Il vaudrait mieux les envoyer en France. » Quelque temps après, arrive la prise de Ségou, et donc là, Archinard a un plan en tête, visiblement, dès le départ. Abdoulaye ne doit pas aller à l'école des otages, il faut qu'il aille en France pour devenir suffisamment français pour ne jamais pouvoir prétendre au trône. Ce qui m'a choqué, c'était vraiment à quel point c'était pensé et réfléchi. Cette violence qui est faite à des enfants, en les coupant de leur famille, de leur culture, de leur langue, de leur pays, de leur communauté, de tout finalement. Malgré tous ces actes de violence, Archinard est vu comme un héros en France, au Havre, sa ville natale. Quand on a fouillé un peu dans la ville, on a trouvé qu'il avait un boulevard. Sauf que ces personnes-là, quelqu'un qui dit si j'avais l'occasion, j'aurais exterminé tous les tout-couleurs, que c'est un peuple fanatique. Mais comment est-ce qu'une personne qui vient d'une autre contrée, voulant imposer sa vision des choses à un peuple qui n'a rien demandé, peut se permettre de dire que ceux-là, ils ne veulent pas se soumettre, il faut qu'on les tue tous. Et moi, j'ai eu la colère, je ne sais pas comment, j'étais sur le point d'exploser, je dis mais ça ne sert à rien d'exploser. L'essentiel, c'est de le faire ressortir pour faire qu'une autre personne qui n'a pas, par exemple, l'occasion d'aller dans des endroits, dans les archives, puisse découvrir cette histoire sans avoir plus de difficultés. Alors, avec mes yeux de 2024, je ressens de la colère quand je vois Archinard manipuler le jeune Abdoulaye aussi cruellement. Mais à l'époque, la situation est beaucoup plus nuancée. Archinard tient à voyager avec Abdoulaye. D'ailleurs, il écrit au gouverneur du Sénégal en disant « Moi, je dois voyager avec lui, c'est important que je voyage avec lui, comme ça on évitera toute scène d'émotion, etc. » Voilà, il me fait confiance. Ils mangent à ma table depuis plusieurs semaines. Donc, ils partent ensemble, Archinard et Abdoulaye. Ils prennent le bateau, ils arrivent à Bordeaux. Et ensuite, ils arrivent à Paris, à la capitale. Abdoulaye est habillé avec sa tenue africaine à ce moment-là, ce que Archinard les approuve, disant il faudra qu'on trouve d'autres habits. On trouve des traces de l'histoire d'Abdoulaye aussi dans la presse de l'époque. J'essaye d'imaginer la vie de cet enfant noir qui débarque au pays des Blancs, avec l'homme qui a vaincu son père. Le changement de vie doit être total. Abdoulaye arrive à Paris, il a une douzaine d'années, il ne parle pas encore français. Donc il va l'apprendre petit à petit. Selon la presse de l'époque, Archinard ramène Abdoulaye chez le tailleur pour lui faire une tenue à l'occidentale, etc., que Abdoulaye ne souhaite pas porter dans un premier temps. On sait aussi que Abdoulaye est confié à une famille française, les de l'île de Salles, qui sont des amis d'Archinard. Cette famille, donc, qui recueille un pupille de l'État, reçoit une pension de l'État pour pouvoir subvenir aux besoins de cet enfant. Et Abdoulaye vivra avec cette famille jusqu'à sa mort. Abdoulaye est loin de tous ses repères, et même Archinard va l'abandonner. Archinard, comme il redoute que son départ pour le Sénégal puisse causer une scène, que Abdoulaye ne l'accepte pas, Archinard se met d'accord avec la famille où Abdoulaye est accueilli, donc avec les de l'île de Salles, pour s'éclipser en plein milieu d'un spectacle, un spectacle qui est sur Jeanne d'Arc,
où il a amené Abdoulaye avec les Delisle de Sales et Archinard s'en va en loose day pendant le spectacle. Et Abdoulaye reste tout seul. Dans la presse de l'époque aussi, on raconte ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire le lendemain, Abdoulaye a disparu. On ne le retrouve plus. Et pendant 2 jours, on va le chercher dans tout Paris. On se demande s'il n'a pas fini dans la Seine, on ne sait pas. Et on finit par le retrouver errant dans la rue à Paris. Et on le ramène chez les Delisle de Sales. Le voilà au cœur de la France. Abdoulaye doit faire tous les efforts du monde pour s'intégrer. Abdoulaye entre au lycée Janson de Sailly, donc qui est un lycée qui existe toujours à Paris. Il se débrouille plutôt bien. Il est même premier dans certaines matières et il le raconte, étant très fier de ses résultats scolaires. Pas la même histoire que lui, mais je suis venu aussi à l'âge de 7 ans en France. Et quand je lisais le livre, je me disais, en fait, tu es juste un enfant à ce moment-là et tu t'arrives dans un nouveau monde. C'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle vie, tout est nouveau pour toi. Et tu n'as pas de recul parce que tu es un enfant, juste tu suis, tu t'avances là où on t'envoie. Et lui, le souci supplémentaire qu'il avait, c'est qu'il y avait des barrages tout le temps. Abdoulaye est en train de grandir. Au fur et à mesure, il commence à comprendre le monde dans lequel il évolue. Petit à petit, au fur et à mesure que je m'intéresse aux archives, je découvre de plus en plus de choses sur Abdoulaye. Pourquoi ? Parce qu'Abdoulaye était pupille d'État. Donc tout ce qui concerne les documents officiels liés notamment aux frais occasionnés par la scolarité d'Abdoulaye, la pension qui a été versée à la famille qui l'accueillait, tous ces documents-là sont archivés dans les archives du ministre des Colonies. Et dans une des enveloppes, on a toutes les lettres d'Abdoulaye. Et c'est là que moi, j'entends pour la première fois la voix d'Abdoulaye. Mon cher colonel, tu peux venir n'importe quel jour déjeuner ou dîner en prévenant la veille par un petit mot. J'espère bien que cette fois, rien ne viendra me priver de ce plaisir. Monsieur et Madame Delisle de Sales te font leurs meilleurs compliments et moi je t'embrasse de tout mon cœur. Ton Abdoulaye Ben Ahmadou. Donc là, c'est 3 ans après l'arrivée d'Abdoulaye en France. Cet amour, moi je le voyais toujours comme un syndrome de Stockholm. Quelqu'un qui tue tes parents devant toi et qui te conditionne aussi. La figure d'Archinard est très complexe et le rapport avec Abdoulaye est très ambigu. C'est-à-dire qu'il l'a arraché à sa famille et en même temps, il le ramène en France pour Et ça, c'était très fort. Au début de sa vie en France, Abdoulaye écrit souvent à Archinard avec tendresse, avec joie. Mon cher général, je suis de retour en France depuis le 29 octobre. Je ne suis pas reçu à Saint-Cyr, et avant de savoir si je dois continuer à me préparer à cette école, malgré toutes les grossièretés et les humiliations que les représentants de la France m'ont fait subir au Sénégal et au Soudan, je tiens à causer quelques instants avec toi. C'est une lettre que Abdoulaye écrit à son retour de son second voyage au Sénégal, donc en 1897, et ce second voyage se passe extrêmement mal. C'est-à-dire Abdoulaye, lui, revient au Sénégal en pensant qu'il sera traité en égal. Or, l'administration coloniale ne le traite absolument pas comme ça. L'administration coloniale est extrêmement méprisante avec lui. L'administration le traite, le renvoie sans cesse à son statut d'indigène et surtout à son statut de fils de vaincu. C'est vraiment un terme une expression qu'on lui renvoie dans la figure. Vous n'êtes qu'un fils de vaincu. Pour la première fois, Abdoulaye ose parler du racisme qu'il subit dans cette France coloniale. J'ai l'impression que quand il arrive au Sénégal, Abdoulaye n'a pas du tout conscience qu'il va être traité de cette façon-là. Il s'attend à autre chose. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il a fait une classe préparatoire au lycée Janson de Sailly pour pouvoir passer les examens pour entrer à Saint-Cyr. Il s'imagine militaire dans l'armée française et pas dans la Légion étrangère.
pas dans les troupes coloniales. Voilà. Il n'a pas la nationalité française, il n'est pas français, mais ça fait à ce moment-là 7 ans qu'il vit en France. Il vit dans une famille française, il va à l'école avec des Français, avec des Blancs. Certes, il y a du racisme, il y a de la discrimination et on a des traces de ça dans les archives aussi. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il s'attende à être traité de cette façon-là. Et pas parce qu'il est fils de chef, hein, parce qu'il vient d'où il vient, c'est-à-dire de Paris et du lycée Janson de Sailly, et qu'il est futur Saint-Cyrien, tout simplement. Quand je lis cette lettre, je vois vraiment... c'est une façon de s'exprimer très très française. Vu le ton de la lettre, on a l'impression qu'il est dans son bon droit. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il pense. Évidemment, au Sénégal, c'est pas ce qu'on pense, du tout. Abdoulaye a décidé de ne plus baisser la tête. Il écrit à Archinard 7 lettres. La plupart des officiers qu'on envoie au Soudan pour servir leur patrie sont indignes de la mission qui leur est confiée. Ceux qui y arrivent, même avec des intentions honorables et humanitaires, sont bien vite corrompus par le contact de ceux que l'alcool a abrutis. Préoccupés d'avoir leurs manches couvertes de galons et d'avoir sur leur poitrine des insignes honorifiques, ils ne sont bons qu'à créer des guerres. S'il n'en existe pas, il n'y a qu'à massacrer les pauvres Noirs qu'ils poussent à la guerre à force d'atrocités. Et ensuite, comme ils sont les vainqueurs, ils ombragent les femmes et torturent les enfants sans défense. Voici les bons effets de cette civilisation dont on invoque le nom chaque fois que le besoin se présente. Probablement que pour Abdoulaye, ce voyage a été une prise de conscience de plusieurs façons. Sa perception des choses est très lucide. Moi, la lecture de cette lettre, moi, ça m'a fait froid dans le dos dans les archives, parce que j'avais l'impression que ça nous parlait d'aujourd'hui, que ça ne nous parlait pas du 19e siècle, ça nous parlait vraiment d'aujourd'hui. Je me rends très bien compte de ma situation. Mon seul crime est d'être le fils d'Amadou et d'avoir été ramené en France par toi. Mais je suis fière de l'un et tâcherai de me rendre digne de l'autre. Ce qu'on veut, c'est me pousser à faire quelques coups de tête. Après, on fera retomber la faute sur quelqu'un. Oui, dira-t-on, quel besoin avait-on de faire venir en France ce petit noir ? Là, il s'adresse directement à Archinard. C'est évidemment à cause d'Archinard qu'il est en France. Tomber sur des archives, des lettres, des trucs avec des cachets, avec des dates, une lettre administrative. Tu vois que c'est quelque chose d'administratif, bien conservé, même des documents vieux, jaunissants, un peu jaunâtres. On regardait un film, on pourrait dire c'est la diffusion du sang qui va nous faire. Mais sauf que là, tu es juste en train de lire, mais tu vois déjà tous ces... Je ne sais pas si c'est juste ma façon de voir, mais je me suis senti comme parmi ces gens-là qui ont vécu son truc. Abdoulaye rêvait de rentrer à Saint-Cyr. Il avait d'ailleurs fait une classe préparatoire pour pouvoir passer l'examen. Il l'a loupé une première fois. Malheureusement, le voyage au Sénégal l'a beaucoup desservi dans cette ambition, puisqu'une fois qu'il était de retour en France, on lui a reproché un certain nombre de choses qu'il aurait dit, fait, pendant son séjour au Sénégal, et on lui a fait comprendre qu'il était hors de question qu'il rentre à Saint-Cyr. Monsieur le ministre, désirais de témoigner ma reconnaissance à la France pour l'hospitalité et l'éducation qu'elle m'a donnée depuis 8 ans. Je voudrais aussi lui montrer mon entier et absolu dévouement en servant dans la glorieuse armée. En 1897, j'ai eu l'honneur d'être admissible aux examens de Saint-Cyr. Cette année, par suite des circonstances qui ne seraient pas de mon fait, j'ai été obligé d'interrompre mes études. J'ai donc échoué aux examens. Il me reste une espérance et je la place dans votre haute bienveillance. Veuillez me permettre de suivre le cours de l'école militaire de Saint-Cyr à titre indigène. J'ose donc espérer, Monsieur le ministre, que vous m'accorderez cette protection et ce patronage qui m'a été promis dès mon arrivée en France. Et je tâcherai de m'en montrer digne par mon zèle, ma dignité et mon patriotisme. Là, il montre pas de blanche. Ça n'a pas été tout rose pour lui. Du début à la fin, il était obligé à chaque fois se justifier, montrer pas de blanche. Donc il a refait une classe préparatoire, une deuxième fois, s'est représenté à l'examen d'aptitude, c'est comme ça qu'on l'appelait, et a été reçu cette fois-ci. Simplement, il était très clair, on lui a fait comprendre qu'il ne servirait jamais dans l'armée française, il servirait dans la Légion étrangère. C'était sa place, qu'il ne pouvait pas être dans l'armée française. Or, Abdoulaye, lui, voulait rentrer dans l'armée française.
Malheureusement, Abdoulaye est tombé malade pendant cette deuxième année préparatoire et il n'a jamais pu entrer à Saint-Cyr. Donc c'est-à-dire qu'il a été reçu et il a eu de graves soucis de santé tout de suite après. Il n'a pas pu suivre les cours et il est décédé au mois de mars. Donc il avait une vingtaine d'années. Donc finalement, il a réussi à atteindre son rêve d'être admis, mais le rêve n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a jamais fait les études à Saint-Cyr. Malheureusement, Abdoulaye décède à Paris à l'âge de 20 ans. Les journaux parlent de l'intelligence remarquable du jeune prince noir rapporté par Archinard. L'histoire d'Abdoulaye Tall résonne avec tellement de problématiques actuelles. Depuis la mort d'Abdoulaye, la grande majorité des élites africaines ont été formées dans des écoles françaises. Depuis plus de 60 ans, les immigrants africains font face aux mêmes déceptions lorsqu'ils comprennent que la France ne leur donnera pas l'égalité qu'elle a promis. Chaque jour, comme Abdoulaye, des milliers d'enfants africains essayent de s'adapter au contexte européen. Pour terminer cette vidéo, je me demande si Abdoulaye a été en contact avec, d'autres Noirs de l'époque. Je ne sais pas si Abdoulaye s'est rendu dans ces expositions, où il y avait aussi représenté la tante, soi-disant, d'Amadou, etc. Enfin, il y avait toute une mise en scène de l'endroit d'où il venait, Abdoulaye. Lui, moi j'ai l'impression de ce que j'ai pu voir dans les archives, mais en tout cas ce que moi j'en ai compris, c'est que Abdoulaye fréquentait plutôt la bourgeoisie parisienne. Il était dans une famille où monsieur était architecte, qui fréquentait aussi des journalistes, mais j'ai pas l'impression qu'il ait eu des contacts avec d'autres Noirs, tout simplement, à cette époque-là. J'ai plus l'impression mais ça c'est vraiment une projection complètement subjective, qu'il se pensait tout à fait unique en son genre. Il ne connaissait pas l'histoire de Aniaba, le jeune prince qui avait vécu à peu près le même parcours quelques années avant, à l'époque de Louis XIV. Il ne se doutait pas que 100 ans plus tard, des milliers d'Africains venus en France se reconnaîtraient dans son histoire. Souvent, nous avons l'impression que les problèmes de migration, de racisme, de transformation culturelle sont récents. Et c'est parce que nous avons oublié l'histoire d'Abdoulaye, l'histoire d'Aniaba, l'histoire de tant d'autres hommes et femmes qui ont été déplacés par la colonisation. Et tant que nous ne connaissons pas ces histoires, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi les élites africaines essayent de se calquer à ce point sur le modèle français. Pourquoi cet amour-haine vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Tant que nous ne connaissons pas l'histoire d'Abdoulaye, nous reproduisons les mêmes cycles qui terminent toujours de manière tragique. Alors je crois que si l'histoire est une arme, elle doit nous servir à casser ces cycles. Merci d'avoir regardé cette vidéo de L'Histoire est une arme et on se retrouve sur la chaîne AFO.